Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. Le lundi 9 novembre 1970. Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. Comment comprendre ce qu'éprouve en ce jour la foule qui s'agglutine autour de Notre-Dame de Paris pour l'hommage national, ou le long des rues de Colombey-les-Deux-Églises dans le froid gris et funeste de novembre? La tristesse est-elle de celle que l'on ressent à la mort d'un proche? Est-elle inspirée par un sentiment de communauté, une page d'histoire qui se tourne définitivement? De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'1 an plus tôt, lui signifiant leur lassitude? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. Ces lettres offrent une formidable opportunité de voir sans filtre ce qu'est alors le peuple de France, marqué par la Seconde Guerre mondiale, conscient de son histoire et du rôle qu'y a joué de Gaulle, un peuple divers dans sa composition et ses aspirations, mais où les différences ne font pas encore fracture. Les générations se côtoient, de même que les classes sociales. Tous, pourtant, osent s'adresser à la femme du général. Ces personnes, habituellement sans voix, prennent ainsi la plume. Lettre après lettre, ils affirment qu'ils se reconnaissent dans la figure du grand homme, dans sa grandeur qui est pour eux un motif de fierté, véritable leitmotiv de cette correspondance. Cette harmonie relative entre le peuple qui admire encore son élite et une élite qui croit encore en son peuple semble à présent appartenir à un temps révolu. L'ensemble de ces témoignages ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Nœud-Dufour dans le livre La France pleure de Gaulle aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïka et le soutien de la région Grand Est. Le mardi 10 novembre 1970 à 9h42, la dépêche AFP tombe. Le général de Gaulle est mort la veille, à son domicile de Colombey-les-Deux-Églises. Il était 19h30. Au journal télévisé de 13h, le président de la République, Georges Pompidou, prend la parole. Françaises, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Madame de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme nationale,
De Gaulle vive éternellement. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Dans les territoires les plus éloignés, c'est par la radio qu'on l'apprend. Brutal a été le réveil de la Polynésie française. Radio Tahiti nous annonçait la triste nouvelle. Malgré la distance, nous sommes près de vous et des vôtres. Écrit un homme à Yvonne de Gaulle depuis Papeete. Récit identique en provenance de la mission catholique de Buka. La nouvelle de la mort du général m'est parvenue à la radio, ici, sur cette petite île de la Nouvelle-Guinée. En métropole également, de nombreux Français apprennent l'information par les ondes. La douloureuse nouvelle m'est parvenue, comme à la plupart des gens, le mardi 10 novembre 1970, aux informations radiophoniques de 13h. Les autres sont face à leur petit écran, comme cette femme qui écrit du Maroc dans un français approximatif. C'est par la voix de la télévision que j'ai entendu, mon mari et moi, la mort de M. Charles de Gaulle. Ou encore cette Alsacienne. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la mort du général de Gaulle par la télévision. Impossible d'y croire au moment, mais par la suite, je ne pouvais retenir mes larmes. Mon mari est aussi un ancien combattant. En 1970, 70% des ménages français sont équipés d'un poste de télévision. Depuis 1958, Charles de Gaulle avait su utiliser ce média lors de ses conférences de presse mémorables ou de ses entretiens avec Michel Droit. Plusieurs correspondants y font référence à l'image de cet étudiant canadien-français. Les œuvres, la pensée, l'action, la présence de Gaulle ont enchanté mes années de collège et d'université. J'étais portée vers cet homme par un sentiment intérieur. La radio et la télévision me permettaient d'avoir avec lui un contact encore plus direct. La retransmission radio-télévisée de ses funérailles le 12 novembre est une véritable première dans l'histoire télévisuelle française. Elle est largement suivie et fait l'objet d'innombrables courriers. Un ancien combattant raconte « Ce matin, j'aurais voulu me rendre à Colombelles et Deux Églises afin d'accompagner mon ancien officier jusqu'à sa dernière demeure. J'ai dû me résigner, hélas, n'ayant pu trouver l'appui tutélaire d'un camarade, à rester chez moi pour suivre, grâce à Radio Luxembourg, la cérémonie qui vient de s'achever à la cathédrale de Paris. Je n'ai pas à vous cacher, madame, que comme chez beaucoup de Français, bien des larmes ont embué mes yeux. » De toute la France affluent les mêmes réactions. J'avoue avoir pleuré sans retenue devant mon poste de télévision, lors de la lecture des dernières volontés du général et tout au long de l'émouvante retransmission de la cérémonie des obsèques. Une petite Française écrit « Je ne suis qu'une petite fille de 9 ans et demi. J'aime beaucoup le général. Je n'ai pas pu venir à Colombelles et Deux Églises pour les obsèques du général, mais j'y ai participé devant le poste de télévision. » Une institution pour enfants handicapés à Saint-Gilles-sur-Vie suit aussi l'événement sur un poste dont l'histoire est particulière, ainsi que la directrice le rappelle à Yvonne de Gaulle. Il y a 4 ans, nous sollicitions de votre bonté, l'établissement ne pouvant en assurer les frais, un poste de télévision. Vous aviez la délicatesse de satisfaire à notre demande la veille de Noël. Sur les gens qui écrivent à Yvonne de Gaulle, l'annonce de la mort a fait l'effet d'une bombe. Retiré du pouvoir depuis 1 an et demi, le général était retiré à Colombey, mais il était toujours là, telle la statue du commandeur. Il a si longtemps été notre protecteur. Et même depuis sa retraite à Colombey, ce n'était pas très grave puisqu'on le savait toujours là. On était sûr qu'il veillait, qu'il nous protégeait encore, que tous ceux qui manipulent nos destins devaient encore compter avec lui. Dans le fond de nos pensées, on se disait qu'il se reposait, mais que s'il y avait encore un coup dur, il serait là, puisqu'il savait tout arranger. Il était notre Moïse. Et je pense que jamais autant que lui un chef n'a été à tel point et simultanément chef élu du peuple et chef de droit divin. Résume une femme d'Alger. Sa mort est d'autant plus improbable qu'il devait fêter le 22 novembre ses 80 ans. Beaucoup font allusion à cette date. Je m'apprêtais à lui envoyer une carte de bon anniversaire. Écrit une femme, tandis qu'un Amiénois joint à sa lettre de condoléances le courrier qu'il avait déjà préparé pour l'anniversaire du général. Sa disparition plonge certains Français dans un état de choc physique ou mental. En revenant de mes commissions,
J'ai ouvert la radio à Europe numéro 1 peu avant 10 heures. J'entendais « en 1940 il a fait ceci, en 1946 il a fait cela ». Je me disais « ce sont les années du général de Gaulle, ce n'est pas possible qu'il soit mort ». Puis la radio annonça cet événement. J'étais pétrifiée, debout, dans ma cuisine, tout mon corps a frissonné. Une autre témoigne. J'en ai ressenti un malaise au cœur qui persiste. Les autres restent hébétés. Alors que de Gaulle était âgé de presque 80 ans, sa mort leur paraît inconcevable. Qui peut souffrir autant que vous ? Nous-mêmes, la France entière, nous sommes meurtris par la perte soudaine de notre chef. C'est un deuil si grand qu'on ne peut encore y croire. Une professeure d'éducation physique avoue : Je n'ai pas pu faire court l'heure qui a suivi l'annonce de cette nouvelle tonitruante. On voulait croire à une énorme blague. Autre témoignage d'incrédulité. Chacun se dit qu'il est impossible qu'un homme pareil puisse mourir. On se refuse à l'admettre. Et dans nos cœurs, il sera toujours présent. Dans ces réactions spontanées que sont les lettres de condoléances, la formule « La France est veuve » de Georges Pompidou est peu citée. Seule une femme de Fontainebleau y fait directement allusion. Au nombre des défunts dont ma foi catholique me fait un devoir de prier, s'ajoute celui de Charles de Gaulle, votre époux, dont la France entière est maintenant veuve, comme l'a dit M. Pompidou. En revanche, elle est déclinée sous une autre forme dans une quantité impressionnante de lettres. Si la France est veuve, cela signifie que chaque Français se sent orphelin. Charles de Gaulle est le père qui vient de mourir. Un frisson, un coup au cœur, une larme, voilà ce que les miens, mes amis, moi-même avons ressenti à l'annonce de la mort de notre père, laissant la France veuve avec ses enfants orphelins. Une autre signataire détaille cet attachement filial. Je pleure avec vous. J'aimais le général comme un enfant aime son père, avec admiration pour sa force, avec confiance, parce qu'il disait et faisait ce que confusément on attendait de lui, et parce qu'il nous conduisait par des chemins souvent obscurs vers la clarté et vers l'honneur. Si l'image du père est un peu convenue, il est intéressant de noter qu'elle est surtout le fait des plus jeunes. Pour ces derniers, de Gaulle n'est jamais un grand-père ou un aïeul, mais un homme avec lequel ils se sentent en filiation directe. Une lettre est représentative de cette interprétation. Le général n'était pas seulement le chef et le meneur au combat de la génération de mon père, mais aussi, pour nous, jeunes, un père spirituel. La droiture de sa vie, ses qualités morales, son sens de l'humain nous l'ont fait admirer et aimer. La preuve éclatante de son rayonnement sur la jeunesse se confirme par le nombre d'adolescents qui, sous la pluie du 12 novembre, sont venus rendre hommage à votre mari. Un jeune parmi beaucoup d'autres, comme il l'écrit, confie sa peine profonde. Il me semble que c'est un de nos proches qui est parti, et qu'aujourd'hui il me manque quelque chose d'essentiel. Plusieurs habitants de la Martinique décrivent un sentiment identique. J'ai aimé de Gaulle comme un vrai père. Quand le général de Gaulle est venu dans mon île en 1964, j'étais encore jeune, j'avais 13 ans. Ce jour-là, je voulais me suspendre à son cou pour lui exprimer l'attache que j'ai pour lui. Mais malheureusement, les policiers m'en ont empêché. De Gaulle fit pour nous, Antillais, l'honneur, la fierté d'être français. Un habitant de Bondy ne dit pas autre chose. J'ose vous écrire pour vous dire mon très grand chagrin et celui de ma femme, une Martiniquaise qui, comme tous les Antillais d'ailleurs, n'oubliera jamais que votre mari, qu'ils appelaient si gentiment « Papa de Gaulle », fut le premier chef d'État français à venir les voir dans leur petite île du bout du monde. Avec la mort, la part humaine de Charles de Gaulle prend un relief nouveau. S'il reste le chef de la France libre et le fondateur de la Ve République, le voici devenu mortel, ramené à sa condition passagère d'homme sur la terre, ce qui le rend soudain plus accessible pour les Français. Beaucoup dressent ainsi un parallèle entre la disparition du général et celle de leur propre père qu'ils ont vécu dans la douleur. Pour une Canadienne,
La ressemblance est mimétique. Je vous écris ces lignes sans gêne, bien à l'aise, de la même façon dont je causerai avec vous. Et je connais la raison de ce sentiment et je vous le livre. Mon père, décédé l'an dernier à l'âge de 84 ans, était son sosie. Même stature, même vitalité et force de vivre, à un point tel que quand le général passait à l'écran de télévision, mes sœurs et moi nous disions « on dirait papa ». Aussi, bien qu'il fût un grand homme d'État, je le vois comme un ami. Un Français confie à Yvonne de Gaulle avoir ressenti la même peine pour la mort du général que pour celle de son père, un militant gaulliste de la première heure. Je dis, j'avais dans le cœur les mêmes mots que ceux ressentis lors des funérailles de mon père. Je sais que ces douleurs sont liées et le resteront. Un autre, quant à lui, retrouvait chez de Gaulle l'âme de son cher père. Il conclut ainsi sa lettre. Je n'ose pas dire, madame, que mon père est mort 2 fois. L'association entre de Gaulle et le père disparu joue avec plus de force encore lorsque celui-ci était un ancien combattant. Son parcours biographique est alors rappelé pour mieux souligner la proximité avec la destinée de Charles de Gaulle. Une Parisienne écrit « Il me semblait que je venais de perdre mon père pour la 2e fois, car il faut vous dire, madame de Gaulle, que mon père a été tué à la guerre de 14 et il est porté disparu. Si bien que, quand je vois l'Arc de Triomphe et entends la Marseillaise, cela me bouleverse, et je me dis, c'est peut-être lui qui a été rapporté sous cette flamme. » Réaction similaire d'un habitant de Saint-Germain-en-Laye. Je ressens la disparition du général, comme si je perdais une 2e fois mon père, Saint-Cyrien de la promotion, Croix de Provence, 1942, déporté à Neuengamme et mort à 21 ans. Un correspondant corse signe également cette belle lettre. C'était en 1969, le 29 octobre très exactement. Dans un petit village de Corse, Murato, un vieil homme mourait. Il avait 85 ans. Combattant de la Première Guerre mondiale, compagnon de la Seconde, il fut porté à sa dernière demeure par un petit peuple d'hommes et de femmes, suivi par un drapeau tricolore, qu'il avait tant aimé et défendu. Ce 12 novembre 1970, un autre homme est allé l'y rejoindre. Lui aussi fut aimé, mais par tout un univers, car il était un géant parmi les hommes. Le monde entier lui a rendu hommage à travers ce même drapeau, car il était la France. En 1969, j'avais perdu mon grand-père. Hier, le monde a perdu un père. Représenter symboliquement de Gaulle en père permet aux Français de s'inscrire dans une filiation historique, mais aussi d'envisager sa transmission. Ainsi, pour cette femme, nous perdons un père et un des plus grands hommes du monde, et aussi de l'histoire. Croyez-moi, madame la générale, il restera toute ma vie gravé dans ma mémoire. Quand ma petite fille aura l'âge de comprendre, je lui raconterai l'illustre maître que la France a connu. Une autre écrit « J'ai perdu mon véritable père en 1940, et cette année, je viens de perdre mon père, sauveur de notre France. Merci à votre fils Philippe de tant ressembler physiquement à son père. En le voyant, nous croyons avoir devant nous Charles de Gaulle en 1940. » La représentation prend parfois un tour plus matériel. Plusieurs dizaines de correspondants souhaiteraient pouvoir mettre le portrait du défunt dans leur salon. À une époque où Internet n'existe pas ni les posters géants, ils demandent donc tout simplement à Yvonne de leur faire parvenir une photographie de son défunt époux. Puis-je me permettre, et ceci serait pour nous un grand hommage et un grand souvenir, de solliciter de votre haute bienveillance une photo du général à laquelle nous lui réserverions une place d'honneur. Écrit une Belge. Un de ses compatriotes à Liège a la même requête. Pourrais-je vous demander une photo qui restera pour moi une relique ? Tout comme une femme de Monchereau, en Suisse. Auriez-vous la bonté de vous défaire d'une photographie dédicacée ou d'un autre objet qui appartenait à Monsieur de Gaulle ?
une institution de rééducation professionnelle et de réinsertion sociale des handicapés mentaux, localisée à Bayeux, termine sa lettre de condoléances par ces mots. Nous nous permettons d'émettre un souhait. Nous aimerions recevoir une image du général pour mettre dans notre foyer. Il sera notre père. Et c'est précisément pour éviter ce culte des reliques qu'Yvonne de Gaulle brûle les affaires ayant appartenu à son époux. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes, inspirée des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Naudufour et les éditions de La Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle ainsi que Sybille Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou, Christopher Vac et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courteau.